Une vie, une œuvre. William Butler Yeats, La voix de l'Irlande. I was born 69 years ago tonight in a bug-ridden hovel in the town of Merthyr Tydfil. Merthyr was a roaring town of iron, steel and coal. My father was a collier. Une émission proposée par Hubert Juin, réalisée par Jean-Claude Loiseau. I rise in the dawn and I kneel and blow till the seeds of the fire flicker and glow. And then I must scrub and bake and sweep till stars are beginning to blink and peep. But the young lie long and dream in their bed of the matching of ribbons for bosom and head. Their day goes over in idleness. They sigh if the wind but lift up a tress, while I must work because I am old, and the seed of the fire gets feeble and cold. Grâce à des documents qui nous ont été aimablement prêtés par la BBC, nous venons d'entendre William Butler Yeats lire lui-même l'un de ses poèmes. Or, Marc Mortimer, quelle singulière diction! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que le fils du poète, Michael Yeats, a toujours prétendu que son père ne connaissait rien du tout à la musique. C'est peut-être vrai, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une extraordinaire harmonie dans ses vers. Et je me suis toujours demandé s'il n'exagérait pas un peu quand il lisait ses poèmes en public. Et on raconte qu'une fois aux États-Unis, il lisait ses vers donc dans cette manière chantante. Et à la fin de la lecture, une bonne femme se lève au fond de la salle pour lui dire « Mr. Yeats, pourquoi lisez-vous vos vers de cette manière-là » Réponse immédiate « Je les lis comme ça parce que c'est comme ça qu'Homère lisait ses vers. » Deuxième question de la même femme « Mr. Yeats, comment savez-vous qu'Homère lisait ses vers comme ça ?» Réponse presque aussi immédiate « L'éminence de l'homme justifie l'hypothèse. » William Butler Yeats, bien que prix Nobel en 1923, nous avons l'impression que c'est quelqu'un, pour nous autres Français, d'un peu inconnu. Or, préparant cette émission, je me suis rendu compte que la bibliographie française de Yeats est considérable, finalement. D'abord, nous disposons de deux documents majeurs. D'abord, un numéro spécial de l'édition de Lerne, un cahier de Lerne, le numéro 40, considérable et entièrement consacré à Yeats, notre auteur d'aujourd'hui. Ensuite, il y a la thèse de Jacqueline Jeunet, William Butler Yeats, avec comme sous-titre « Les fondements de l'évolution de la création poétique » et qui a été publiée à l'université de Lille 3. Cette même université, les presses universitaires de Lille, ont publié au moins 3 volumes. Il y en a plus. Je cite simplement pour mémoire « Exploration »,« Le crépuscule celtique », La rose secrète, qui sont des livres fondamentaux. Ensuite, chez Aubier-Montaigne, il y a un choix de poèmes. Chez Klinzig, La taille d'une agate. Chez Fayard, Vision. Et enfin, je cite pour mémoire, parce que je pense que ces livres sont épuisés, présentement, l'autobiographie, la fameuse autobiographie en 3 volumes, aux éditions du Mercure de France. Alors, pour parler de William Butler Yeats, cet inconnu très connu, eh bien, nous avons rassemblé, autour de Jacqueline Jeunet, des amis irlandais. Et nous avons choisi pour ce faire, non pas un peuple, vous n'avez pas trouvé, un bistrot. Un bistrot du quartier des Lombards. Moi, c'est un quartier que j'aime bien. C'est un bistrot très parisien, donc il peut être parfaitement irlandais à sa façon. Ça s'appelle Les Piétons. Les bruits que vous entendez, bien, ce sont les bruits que font les singuliers piétons qui fréquentent le café
les piétons à Paris. Alors, je me tourne immédiatement vers Jacqueline Jeunet pour lui demander de nous résumer très brièvement, bien sûr, l'existence, disons, visible de ce nommé William Butler Yeats, cet inconnu, finalement très connu. Jacqueline Jeunet. Yeats est né dans les faubourgs de Dublin, à Sandymount, et il était d'origine protestante irlandaise. Son père était peintre et je crois que c'est très important de le remarquer parce qu'il sera influencé par tout le mouvement pré-raphaélite. Il a rencontré dans la famille de ses parents les peintres pré-raphaélites de l'époque et toute la poésie des débuts est marquée par cette atmosphère un peu évanescente qui est celle qu'on a appelée par la suite le crépuscule celtique. Il a été très vite à l'école à Londres et quand il était à Londres, il regrettait son Irlande natale et un jour, en passant devant un magasin, il a vu une petite balle soulevée par un jet d'eau et le bruit que faisait cette balle soulevée par l'eau lui a rappelé son Irlande natale et Sligo avec le Lough Gill et l'île d'Innisfree qui est sur le Lough Gill et ce paysage lui a inspiré l'un de ses poèmes les plus fameux que tous les petits Irlandais lisent à l'école mais qu'il a un petit peu regretté que ce poème soit devenu aussi célèbre pensant qu'il y avait tout de même autre chose de plus important dans sa poésie. Attendez Jacqueline Jeunet, je me tourne à ce moment-là vers Marc Mortimer, puisque je sais que lui, enfin il me l'a dit avant que je l'aille devant mon micro, il a des liens lui avec Sligo, qui est un lieu pour moi complètement mythique. Alors, le Sligo, c'est un comté dans le nord-ouest de l'Irlande, dont la ville principale s'appelle aussi Sligo, et où Yeats a passé ses premières vacances avec la famille de sa mère, qui était de cette région-là. Il est resté très attaché à cette région pendant toute sa vie. Et pendant les 20 premières années de sa vie, il y allait tous les étés, presque sans exception. Vous avez un poème auquel vous tenez beaucoup, qui me semble raciner effectivement Yeats dans Sligo. Dans Sligo, oui. C'est un des nombreux poèmes d'ailleurs qui se passent dans le comté de Sligo. Et c'est un poème qui combine son amour du pays, et sur le plan patriotique, et son amour du paysage. Alors il avait créé ce personnage un peu légendaire, Red Hanrahan, qui est en partie cheminot, en partie poète, en partie séducteur même. Alors voilà Red Hanrahan's song about Ireland. The old brown thorn trees break in two high over Common Strand, under a bitter black wind that blows from the left hand. Our courage breaks like an old tree in a black wind and dies. But we have hidden in our hearts the flame out of the eyes of Kathleen, the daughter of Houlihan. The wind has bundled up the crowds high over Knocknarea and thrown the thunder on the stones for all that Maeve can say. Angers that are like noisy clouds have set our hearts a-beat, but we have all bent low and kissed the quiet feet of Kathleen, the daughter of Houlihan. The yellow pool has overflowed high up on Clooth na Bare, for the wet winds are blowing out of the clinging air. Like heavy flooded waters our bodies and our blood. But purer than a tall candle before the holy rood is Kathleen, the daughter of Houlihan. Kathleen de Houlihan représente l'Irlande. Oui, j'aimerais ajouter sur ce paysage de Sligo, la petite ville de Sligo, qui n'est finalement peu éloignée de la mer, est dominée par deux montagnes, le Knocknarea et le Ben Balbun, qu'on retrouve dans la poésie de Yeats. Et au sommet du Knocknarea, il y a le cairn de la reine Maeve, la reine des fées, que tout le monde connaît en Irlande, et qu'on retrouve dans la poésie de Yeats. Tout ce surnaturel qui est très vivant dans l'ouest de l'Irlande.
Alors, pour vous parler un petit peu de la vie de Yeats, il fréquente donc les milieux littéraires de l'époque, William Morris. Il rencontre Madame Blavatsky et Madame Blavatsky... la théosophe. Voilà, l'initie à la théosophie. C'est le premier moment important dans tout ce mouvement vers l'occultisme qui va jouer un rôle très important dans sa vie. Jacqueline Genève, dites-moi. Il y a là quelque chose qui quand même est très intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup ce celte, car il se veut tel, Sligo aussi l'enracine dans le celtisme, et Madame Blavatsky est quand même la théosophe qui écoute les voix des maîtres tibétains. C'est cela en réalité. Oui. Et alors c'est très curieux, il se fait là un mouvement du Nord. Oui, c'est un mouvement du Nord, mais peu à peu, Yeats va dire qu'il y a des affinités, des rapprochements entre l'Irlande et l'Orient. Et ce qu'il va y chercher tout au long de sa vie, c'est une espèce de syncrétisme des différentes pensées. Et il va faire des analogies entre les mythes celtiques, entre la pensée orientale, celle des occultistes, etc. Ce qu'il va essayer de recréer, c'est une croyance qui soit faite de folklore irlandais, de philosophie orientale, et d'une foule d'autres pensées. Alors, c'est à peu près à cette époque qu'il rencontre également Maud Gonne, la belle révolutionnaire dont il tombe amoureux. Et ça, c'est très important. C'est très important et la première rencontre avec Maud Gonne, il en parle dans son autobiographie. Elle avait un teint de fleurs de pommier et il en est devenu follement amoureux. Éperdument amoureux. Il la demandera plusieurs fois en mariage et à chaque fois, elle refusera. Elle refusera jusqu'au jour où elle épousera John McBride, qui était un révolutionnaire, qui avait participé à la guerre des Boers et qui ensuite participera à l'insurrection irlandaise de 1916. Ce sera d'ailleurs un de ceux qui seront ensuite fusillés par les Anglais. Et après la mort de McBride, que Yeats honorera dans son poème Easter 1916, Pâques 1916, Yeats redemande à nouveau la main de Maud et à nouveau elle le refuse. Et il est désespéré. Il vient en Normandie, à Colville, où elle a une maison de campagne, et il rencontre sa fille Iseut. Et 2 ou 3 jours après avoir demandé la main de Maud, il demande la main d'Iseut, qui a une vingtaine d'années, qui également le refuse. Il est assez désespéré à l'époque parce qu'il commence déjà à avoir un âge certain. Et il demande à ce moment-là en mariage une amie d'enfance, Georgie Hidleys, qui accepte immédiatement. Alors, Georgie Hidleys était une femme très cultivée qui avait lu tout ce que Yeats avait écrit jusqu'à cette époque et qui s'est rendu compte au début de son mariage que Yeats s'ennuyait. Enfin, il faut dire qu'il venait d'être refusé successivement par 2 femmes. Alors, peut-être est-ce la raison, toujours est-il qu'elle s'est livrée à l'écriture automatique et ça a été une véritable révélation pour Yeats. Sa femme devenait une sibylle, la voix de l'autre monde s'exprimait par sa bouche, par son écriture, etc. Et c'est à partir de l'écriture automatique de sa femme qu'il a effectivement rédigé une vision qui est l'expression de sa philosophie, si on peut dire, enfin de ses croyances. L'après-midi du 24 octobre 1917, 4 jours après mon mariage, ma femme me surprit vivement en procédant à une tentative d'écriture automatique. Ce qui nous parvenait en phrases incohérentes, dont l'écriture était presque illisible, était si excitant, parfois si profond, que je persuadai ma femme de consacrer 1 heure ou 2 chaque jour à l'écrivain inconnu. Et après une demi-douzaine d'heures de ce genre, j'offris de consacrer le restant de ma vie à l'explication et à la coordination de ces lambeaux de phrases. « Non, me fut-il répondu, nous sommes venus te donner des métaphores pour la poésie. » Tout un système de symbolisme, étranger aussi bien à ma femme qu'à moi-même, attendait certainement d'être exprimé, et lorsque je demandai combien de temps cela prendrait, il me fut répondu qu'il faudrait des années. Lorsque l'écriture automatique commença, nous étions dans un hôtel à la lisière de la forêt d'Ashdown. Mais nous retournâmes bientôt en Irlande et passâmes la plus grande partie de 1918 à Glendalough, à Rosses Point, dans une maison du voisinage, à Tour Ballylee, toujours plus ou moins solitaire,
ma femme excédée et épuisée par sa tâche presque quotidienne, moi ne pensant guère à autre chose et ne parlant guère d'autre chose. Au début de 1919, notre correspondant du moment, car ces êtres qui communiquaient avec nous étaient constamment remplacés, nous dit qu'il ne tarderait pas à changer de méthode, à passer du message écrit au message parlé, parce que cela fatiguerait moins ma femme. Mais cette modification n'intervint pas avant plusieurs mois. J'effectuais une tournée de conférences en Amérique pour offrir un toit à Tour Balelli lorsque se produisit le changement. Nous avions un petit compartiment de wagon-lit, une cabine à 2 couchettes, et nous roulions quelque part en Californie du Sud. Ma femme, qui dormait depuis quelques minutes, se mit à parler dans son sommeil. Et à partir de ce moment-là, presque toutes les communications nous furent transmises de cette façon. Mes instructeurs ne donnaient pas l'impression de parler du fond du sommeil de ma femme, mais en quelque sorte d'au-dessus de son sommeil, comme s'il y avait une marée sur laquelle il flottait. Un mot prononcé au hasard, avant qu'elle ne tombât dans le sommeil, suffisait parfois pour déclencher un rêve qui envahissait les communications, pour ainsi dire d'en dessous, au point de les troubler ou de les submerger, par exemple lorsqu'elle rêva qu'elle était un chat la pendulait, ou un chat recroquevillé sur lui-même, endormi et par conséquent muet. Ce chat revenait toutes les nuits, et une fois, lorsque j'essayais de le chasser en émettant le son que l'on émet lorsqu'on joue à faire le chien pour amuser un enfant, elle se réveilla en sursaut, toute tremblante. La secousse fut si violente que je n'osais plus jamais la répéter. Claude René, vous êtes l'astrolabe, c'est-à-dire qu'en face du musée Pompidou, vous donnez à tout le monde des espoirs d'avenir assez extraordinaires. Vous avez lu Yeats, le poète irlandais, notamment Vision. Et vous voyez à quel point peut-être il s'intéressait lui à l'astrologie, mais je me demande si là, nous allons entendre d'ailleurs fonctionner votre machine, si vraiment c'est la même chose. Enfin, le rapport à l'occulte est-il encore le même? Qu'est-ce que c'est que cet avenir? Non, je pense que Yeats ne s'est pas véritablement intéressé à l'astrologie. C'est un spiritualiste, c'est vrai, mais l'astrologie reste pour lui, de mon point de vue, quelque chose d'assez secondaire. Il s'est intéressé principalement aux problèmes des renaissances, mais pas véritablement aux problèmes de la renaissance liée à l'astrologie. Donc plutôt, disons, la métempsychose que l'écriture des astres. Exactement. Pour lui, les astres restent des éléments d'appréciation, mais ça ne constitue pas la base du raisonnement. Et aujourd'hui, alors, vous qui faites ça, nous allons d'ailleurs entendre, puisque j'ai demandé que vous fassiez la carte d'avenir de Jean-Claude Loiseau, qui réalise cette émission, nous allons entendre comment ça se passe dans la machine. Vous appuyez, vous avez donné les notions, les données. Alors, nous allons le voir ressortir. On ne le dira pas aux auditeurs, bien sûr. Alors, ce bruit que nous entendons là, c'est l'avenir de Jean-Claude Loiseau qui se déroule devant nous, mais je ne sais pas très bien le lien qu'il peut y avoir entre, si vous voulez, ce spiritualisme et ce que pratiquement vous faites, qui me semble être plutôt du matérialisme, enfin, en quelque façon. C'est exact. C'est exact. Ce qu'on peut faire avec l'ordinateur actuellement concerne, je pense, le degré premier du devenir des individus, c'est-à-dire leur devenir dans la vie actuelle, dans leur vie actuelle. La question se pose de savoir s'il y en a effectivement une seconde après celle-ci ou s'il y en a eu de précédentes avant celle-ci. Et pour Yeats, le problème ne se pose pas. Il y a évidemment un cycle de renaissance qu'il faut rattacher à la tradition hindouiste et même, je pense, à la tradition occidentale par l'intermédiaire des initiations égyptiennes et grecques.
Oui, vous vouliez qu'on parle du surnaturel. Je crois qu'une des choses qu'il faudrait dire d'abord, c'est sa rencontre avec les œuvres de Blake. Et, ah oui, mais je crois que c'est capital. C'est ça, c'est absolument capital, parce que je crois qu'il s'insère dans la même ligne que Blake et que, disons, actuellement, Catherine Raine. C'est le même genre de poésie, la même influence néo-platonicienne, la même influence des occultistes, le même souci d'établir essayer des de liens... se faire voyant. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'établir des correspondances entre le naturel et le surnaturel. Et l'Irlande s'y prête particulièrement, étant donné que le surnaturel est tellement vivant dans le comté de Sligo. Il faut dire qu'un livre comme Le Crépuscule celtique est à cet égard, je pense, absolument décisif. Oui, tout à fait. Le Crépuscule celtique et La Rose secrète également sont des contes, des récits qu'il a entendu raconter aux pêcheurs à Sligo, sur les quais, ou bien par la servante Mary Battle. Il raconte les peurs qu'il avait enfant quand la servante lui racontait des récits d'apparitions, d'êtres, de créatures surnaturelles. Et il y a les fées, il y a les démons, mais il est évident que tout ce surnaturel, c'est en réalité l'inconscient de l'Irlande et l'inconscient de Yeats qui se manifeste dans ses écrits, dans son écriture. Je suis sûre que l'eau des mers, des lacs, de la brume et de la pluie a presque entièrement façonné les Irlandais à son image. Perpétuellement, les images se forment dans notre esprit comme si elles étaient reflétées dans une mare. Nous nous sommes naguère voués à la mythologie et nous voyions les dieux partout. Nous leur parlions face à face, et les histoires qui disent cette communion dépassent en nombre, je crois, toutes celles que l'on pourrait trouver dans l'Europe tout entière. Nos paysans parlent encore aujourd'hui avec les morts et avec d'autres qui ne sont peut-être jamais morts, au sens que nous donnons à ce terme. Chez nous, les gens cultivés eux-mêmes passent sans grande difficulté à cet état de calme qui conditionne les visions. Nous savons rendre notre esprit si semblable à l'eau dormante que des êtres se rassemblent autour de nous pour voir peut-être leur propre image et vivre ainsi un moment, une vie plus claire, plus farouche, grâce à notre calme. Le sage Porphyre ne pensait-il pas que toutes les âmes viennent à naître à cause de l'eau et que, dans l'esprit, les images naissent même de l'eau? Kathleen Raine, bonjour. Vous êtes à Londres. Nous sommes à la Maison de Radio France dans un studio, Christine Jordis et moi. Nous allons vous poser quelques questions, ou bavarder si vous préférez, à propos de Yeats, mais il est évident que bavarder est un terme qui trouve ici très peu son emploi, et vous allez publier bientôt, en Angleterre, un livre titré Yeats l'initié. Vous avez déjà écrit beaucoup sur Yeats, vous avez écrit sur William Blake, et ceci n'est pas sans rapport avec cela. Alors, je voudrais vous demander comment situer Yeats aujourd'hui, et comment et de quelle façon Yeats est-il moderne? Yeats était non seulement poète d'un style magnifique, technique, etc., il était aussi un penseur central de ce siècle parce qu'il avait l'intention de communiquer une doctrine historique, on peut dire. Vous pensez à Vision, par exemple? Vision, mais toute sa vie, il s'intéressait beaucoup dans les affaires de son propre pays, Irlande, et aussi le monde, mais il pensait beaucoup sur les questions de la vérité spirituelle, exclues de pensée positive de ce siècle. Il assemblait des idées qui s'embouchaient finalement dans une vision que nous sommes à ce moment
un moment de changement des prémices de notre culture occidentale. Oui, mais il réunissait aussi l'Orient à l'Occident. C'est une idée de Platon que l'évolution ne procède pas dans une ligne directe, ascensionnelle, mais les âges, alternation d'un âge positif, un âge spirituel. C'était une idée de Vico, par exemple, que l'histoire procède dans les phases en alternation et que nous sommes maintenant à un moment de changement des prémices de notre culture et il cherche les traces d'une tradition spirituelle exclue par la phase positive dont nous sommes maintenant. Je coupe un instant Kathleen Rehn. Je me tourne vers Christine Jordis parce que il y a ce livre assez étrange de Yeats. Enfin, je pense pour ma part que c'est un des plus difficiles, des moins compréhensibles pour nos mentalités, disons. C'est Vision. Et de Vision, on bascule effectivement vers l'intérêt que Yeats va prêter à la théosophie, et principalement à la fondatrice, si l'on peut dire, la théosophie, à celle qui met en œuvre le message des supérieurs inconnus qui vivent quelque part dans l'Himalaya et qu'elle transcrit, c'est la doctrine secrète. Et cette doctrine secrète a pour auteur une femme qui a immensément compté à son époque et qui est Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, fameuse clairvoyante, disait T.S. Eliot dans The Waste Land. Elle attirait effectivement à l'époque toute l'Europe et l'Amérique spiritualiste. Et il y a dans l'autobiographie de Yeats, The Trembling of the Veil, une description très savoureuse de son passage chez Madame Blavatsky et du personnage de Madame Blavatsky, qui était une excentrique extraordinaire, une espèce de grosse Gertrude Stein au physique, semble-t-il, encore que spirituellement elle en était fort loin, et des gens qui se rendaient chez elle et qui représentaient finalement un beau groupe de lunatiques. Et Yeats les décrit avec un certain amusement. Ceci dit, il a pris son enseignement très au sérieux et il s'est livré à des expériences sous son égide. Il raconte également certaines visions qu'il a eues auprès de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky était évidemment une femme extraordinaire et excentrique, mais quand même, le mouvement théosophique, c'est plus sérieux que les professeurs veulent admettre. Elle tirer l'attention de ces étudiants à ces grandes traditions, parce que la connaissance, ce n'est pas... Dans les universités, on suppose que la connaissance concerne la connaissance positive. Mais en effet, il y a une grande tradition, une grande corpus de connaissances exclues par le pensée positive. Et on trouve en Blake et puis en Yeats une recherche de toutes les racines qui sont une connaissance véritable. Ce n'est pas seulement les excentricités, les séances psychiques. Il existe une grande corpus de littérature, de philosophie. Et Blavatsky, elle connaissait que cela existait. C'est un peu mélangé, elle n'était pas érudite, mais elle a une certaine importance. Elle n'aimait pas que Yeats faisait les études psychiques. Et la magie, surtout, tirait sa désapprobation. Et c'était sur la question de la magie que Yeats partait de Blavatsky. Mais à la fin, il décontinuait ses études magiques. Après la vision, c'était fini. Il cessait totalement ses études magiques et était revenu à la métaphysique pure, on peut dire, des traditions hindoues. Il voulait trouver dans l'Occident les traces de cette tradition. C'était un choix délibéré parce qu'il avait cette conviction qu'on doit employer les connaissances de sa propre culture. Et c'est pourquoi, probablement, qu'il faisait le choix de traditions ésotériques de l'Occident.
en préférence de tradition des Indes à le commencement, à l'époque de Blavatsky. Mais à la fin, il avait uni toutes les traditions et fondé une nouvelle... Fondé une nouvelle culture. Une nouvelle culture. En effet, c'est vrai. Et je suis sûre que dans l'avenir, ça serait plus en plus reconnu. Edith Scobb, parmi les poèmes de Yeats qui sont devant vous, je vais vous demander d'en choisir un pour nous le lire, mais lequel choisissez-vous? Je vais vous lire Le Rosier. Alors je vais demander à Patrick Rafroidi de bien vouloir nous dire quelques mots préalablement sur ce rosier. C'est un poème très particulier dans la mesure où il est coulé comme un poème d'amour en quelque sorte, et en fait c'est un poème extrêmement politique qui porte sur la vie de l'Irlande et sur l'idée qui avait été exprimée par le chef de la rébellion de 1916 finalement, que le baptême du sang est extrêmement important pour un pays et que dans ce baptême il y a une sorte de promesse de vie et de résurrection. Les mots se disent à la légère, dit Pierce à Connolly. Peut-être un brin de politique a-t-il flétri notre rosier, ou seulement un vent qui souffle au-dessus de la mer amère. Il n'a besoin que d'eau, répondit James Connolly, pour faire venir un ver nouveau et le répandre autour de lui, tirer la fleur de son fourreau, orgueil de ce jardin. Mais où puiserons-nous l'eau, dit Pierce à Connolly, si tous les puits ont soif? C'est clair, comme l'eau est claire. Seulement notre sang rouge peut le faire bien rosir. Mark Hutcheson, je voudrais vous demander, vous êtes irlandais, enfin, oui, c'est ça. Et que le sous-titre de cette émission, c'est La Voix de l'Irlande. Et en plus, vous habitez rue des Irlandais. Enfin, ça, je dois dire, c'est quand même intéressant. Et quel est encore aujourd'hui l'impact de Yeats sur l'Irlande? Alors, je ne sais pas si c'est celle de Dublin ou si c'est évidemment l'autre Irlande en combat ou en querelle. C'est une question très difficile. D'abord, en repassant en revue l'histoire de l'Irlande depuis 1916, on commence à dire que grâce à Yeats et grâce au président de Blair, l'Irlande était encore moins libre, moins indépendante après le pacte qu'on a signé avec la Grande-Bretagne en 1923, et que jusqu'à ce moment-là, l'Irlande était, même sous les Anglais, même en état d'oppression, l'Irlande était plus libre. Et Yeats y était pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait une vision de l'Irlande qui était, très idéaliste, qui n'avait aucun lien avec la réalité des choses. Donc, avec De Valera, il a essayé de créer en Irlande un ancien état des choses. Ça, c'est un premier point, mais il faut dire dans un domaine beaucoup plus restreint que l'impact de Yeats sur la poésie irlandaise, sur l'écriture irlandaise se sent très très fortement. Yeats, c'est notre plus grand poète, c'est le poète irlandais. Oui, alors je vous coupe tout de suite, oui. Je me retourne vers Marc Mortimer, parce qu'enfin, voilà, le poète irlandais qui ne s'exprime pas en irlandais, qui s'exprime en anglais. Oui, c'est une question qu'on a souvent posée et je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de citer Yeats lui-même sur ce sujet.
Il a dit, je traduis grosso modo, il a dit, est-ce que nous ne pouvons pas bâtir une littérature nationaliste de l'Irlande en le faisant dans la langue anglaise, mais en restant fidèle aux légendes, aux traditions, à l'histoire de l'Irlande, du pays. Il faut ajouter aussi que Yeats lui-même ne parlait pas la langue gaélique, malgré tous les efforts qui étaient faits à l'époque pour relancer cette langue. Et donc, il n'avait pas le choix, en quelque sorte. Mais l'anglais qu'il manie n'est pas l'anglais des poètes anglais ou des écrivains anglais. Pour compléter ce que vient de dire Marc, en fait... Il y a deux Marc. Marc Montema. Il travaillait dans le même sens que Douglas Hyde, qui dirigeait la Ligue gaélique, mais il le faisait en anglais. Mais tous deux voulaient désangliciser l'Irlande. Hein. Alors, ceci dit, je voudrais également ajouter un petit mot à ce que vous disiez tout à l'heure. Il me semble que je voudrais rappeler ce que disait le sénateur Oliver Gogarty, qui a dit sans Yeats, il n'y aurait pas eu d'État libre d'Irlande. Donc, je comprends bien, il y a certainement chez les Irlandais actuellement, et en particulier chez les écrivains, la volonté de se débarrasser un petit peu de l'influence très pesante de Yeats, parce que c'était quelqu'un, bon, c'est effectivement un très grand poète. Un prédateur, en quelque sorte. Voilà, c'est ça, d'où peut-être cette réaction. Hein. Alors, à ce moment-là, nous allons rebondir vers la politique, alors totalement, et évidemment. Alors, je me retourne vers Marc Mortimer, parce qu'enfin, voilà l'Irlande. Bon, l'Irlande qui devient un pays... évident. Et Yeats est un des premiers sénateurs, il est parmi les premiers sénateurs de l'Irlande. Il y a eu tous ces épisodes que nous connaissons bien, qui sont un peu romantiques, enfin, genre Pâques sanglantes, et il est certain qu'à ce moment-là, il a un pouvoir. Mais c'est ce pouvoir politique, ou cette détermination politique, que j'aimerais bien qu'on explique. Parce que Jacqueline Jeunet a parlé d'une sorte de forme un peu démocratique, mais je ne vois pas tellement le démocrate, moi, surtout à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier qu'il a le prix Nobel. C'est en 1923, je pense. C'est ça, oui. En 1923. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que Yeats en Europe, il y a plein de menaces, n'est-ce pas? Et nous allons voir bientôt, à la fin de son mandat de sénateur, il va quand même avoir une certaine sympathie, pour le fascisme michelinien. C'est incontestable. Alors, c'est sur ce problème politique que j'aimerais bien que nous attardions un petit peu. Yeats a toujours déployé une grande activité politique tout au long de sa vie. En ce qui concerne le Sénat, il a pris ses responsabilités très au sérieux. Sa femme nous dit, par exemple, qu'il composait ses discours en marchant long en large dans le salon chez lui. Mais il n'y avait pas de prise de position au Sénat, que je sache, sur la politique internationale ou sur les grands problèmes. Il s'intéressait surtout aux problèmes intérieurs, l'éducation, le choix de la monnaie irlandaise. Il présidait la commission. Et surtout la question très brûlante sur un projet de loi interdisant le divorce. Nous étions pratiquement dans un centrisme, comme nous dirions aujourd'hui en politique française. Oui. Bon, alors c'est vrai que à la fin de sa vie, pendant une certaine période, il a été attiré par le fascisme et par le mouvement du général O'Duffy. Et il a écrit une série de poèmes pour que les troupes, disons, du général O'Duffy puissent défiler. Et puis, il s'est rendu compte, peu de temps après, de sa sottise, disons, et il a réécrit les poèmes pour qu'ils ne puissent plus défiler sur les poèmes en question. Et quand Pablo Neruda a fait le congrès des écrivains antifascistes en Espagne, il lui a envoyé un télégramme en disant qu'il regrettait de ne pouvoir se joindre à eux, puisqu'à ce moment-là, il était âgé et malade, mais qu'il était de tout cœur avec eux. Donc, il s'est rendu
rendu compte de l'erreur qu'il avait commise. Et effectivement, bon, le développement en 1939, il est mort en 39, bon, on sentait ce qui allait se passer. Et il le sentait déjà depuis un certain nombre d'années dans tous ses poèmes où la politique ouvre sur une vision de l'histoire, une conception cyclique de l'histoire et de la civilisation qui arrive à son terme et qui se désagrège, comme dans le poème The Second Coming, le second avènement. Alors il faudrait que vous nous lisiez ce second avènement. En plus, je suis assez frappé, Jacqueline Jeunet, Marc Mortibert et Marc Hutcheson, parce que vous dites, il me semble qu'il y a un aspect hugolien. C'est-à-dire une volonté de transformer l'histoire en une destinée, quelque chose qu'on peut appréhender, que l'on peut prendre, écrire une œuvre qui soit capable vraiment à la fois de tenir compte du passé et de relancer l'avenir. Mais lisez-nous ce poème, si vous voulez, Marc Hutcheson. The Second Coming. Le second avènement, traduit par Jean Bria. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the centre cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. Tournant toujours plus haut sur la spire qui grandit, le faucon n'entend plus l'appel du fauconnier. Les choses se séparent, leur centre ne tient plus, la brutale anarchie déferle sur le monde. Le flot souillé de sang déferle et noie partout les rites sacrés de l'innocence. Les hommes les meilleurs ont perdu toute foi, les plus mauvais étouffent d'une folle passion. Sans aucun doute, une révélation est proche. Sans aucun doute, le second avènement est proche. Le second avènement. À peine ai-je prononcé ces mots qu'une vision énorme, montant du spiritus mundi, vient troubler mon regard. Quelque part dans les sables du désert, une forme au corps de lion et à tête d'homme, à l'œil vide et cruel comme l'œil du soleil, déplace lentement son corps de bête et alentour tournoie les ombres indignées des oiseaux du désert. L'obscurité retombe. Mais je sais maintenant que pour un berceau, 20 siècles d'un sommet de pierre ont dû connaître enfin le tourment du cauchemar. Et quelle bête informe son heure enfin venue se traîne vers Bethléem pour y voir le jour. Ray Keenan, comme vous êtes un Irlandais de la jeune génération, qu'est-ce que vous dit encore ce poème aujourd'hui? Well, the first thing is that Yeats, you are talking about a part of Yeats which is in the latter, I think, part of his life. But we in Ireland don't associate Yeats too strongly with his political views. We see him most a poet as opposed to a politician. Michael dit que vous associez souvent la vie de Yeats à la dernière partie de sa vie, alors qu'en Irlande, on ne parle pas trop de son activité politique. C'est la voix qui compte. Enfin, la voix, c'est-à-dire le poème. It's the poem. Yes. Well, he's talking about the Second Coming. I mean, he could equally be talking about the war, the possibility of a world war today. He could be equally talking about the troubles of Ireland today. But I don't know if it has any relevance. Il parle du second avènement, mais il pourrait aussi bien parler de la Première Guerre mondiale. Il pourrait aussi parler de tous les troubles de l'Irlande aujourd'hui. Peter Visart, je pense que vous aviez quelque chose à rajouter à propos de l'attitude politique de Yeats par rapport à l'Italie mussolinienne. Et je pense effectivement qu'il y a là peut-être une fascination. On a beaucoup parlé d'esthétique à propos de Yeats. Je me demande si la fascination ne vient pas quand même de la figure de D'Annunzio et de l'expédition de Fiume. Oui, il y a un courant qui est présent dans toute l'époque qui précède la guerre, sur une civilisation qui était fatiguée, qui avait besoin de rajeunissement. Et je crois que si beaucoup de philosophes, d'artistes, de peintres et d'écrivains ont flirté avec le fascisme, c'est justement à cause de cette
de ce sentiment que la Grande Guerre n'avait pas achevé le processus, qu'il fallait aller plus loin, et que... C'est Marinetti aussi. Voilà, les dadaïstes ont pavé le chemin qui menait jusqu'au fascisme. D'ailleurs, dans mon domaine qui est la musique, Toscanini était un des premiers membres du parti fasciste. Il l'a presque fondé avec Mussolini, la parti fasciste, et c'est seulement après, quand il s'est rendu compte de l'escroquerie politique par rapport à ce qu'il avait cru être le fascisme, qu'il s'en est éloigné. Et je crois que si Yeats, qui, malgré tout ce qu'on peut penser être son snobisme, a eu ses réflexes aussi, c'est pour ces raisons-là. Of the desert, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs, while all about it real shadows moving indignant death. Mark Mortimer, Yeats, c'est aussi un prix Nobel en 1923. Prix Nobel pour un pays comme l'Irlande, parce qu'il a un prix Nobel irlandais, alors qu'il écrit en anglais. Je reviens éternellement à cette question. C'est possible, mais enfin, Yeats est son prix Nobel. Oui, c'est-à-dire que l'État libre irlandais a été fondé en 22 et qu'une année plus tard, il y avait un prix Nobel irlandais, ce qui était assez extraordinaire. Je crois, pour être juste, que ce prix Nobel couronnait autant ses qualités de grand poète lyrique que sa contribution au théâtre irlandais. Et peut-être d'homme politique, enfin, non? Non. Jacques Ligenet, il y a une chose qui me frappe quand même. C'est la présence de Yeats au théâtre. Il me semble qu'il favorise beaucoup le théâtre, et c'est peut-être parce que c'est une tribune. Il fait quand même passer dans le théâtre justement ce fameux mythe irlandais. Il y a le rapport avec Lady Gregory, qu'il ne faudrait quand même pas oublier. On a parlé de Maud Gonne, enfin il y a Lady Gregory. Et en outre, à un moment donné, il abandonne le théâtre et il revient au nous. Oui, alors effectivement, c'est avec Lady Gregory qu'il a fondé le Théâtre national irlandais en 1899. Le théâtre de l'abbaye. C'est ça, ce qui est devenu ensuite Théâtre de l'abbaye. Bon, alors il a rencontré Lady Gregory à une période où il venait à nouveau d'être repoussé par Maud Gonne. Il était particulièrement déprimé, très fatigué, et Lady Gregory l'a invité dans sa propriété de Coole Park, qui est maintenant en ruine. Mais c'était une très belle propriété. Lady Gregory était très riche. Son mari, elle était veuve, son mari avait été gouverneur de Ceylan. Et elle avait une très riche bibliothèque, beaucoup de tableaux, de peintures. Et elle a invité Yeats à passer une série d'été chez elle. Il a pu écrire en toute tranquillité et il a trouvé chez elle une espèce d'atmosphère qu'il a comparée à celle de la duchesse d'Urbino, celle que décrit Castiglione dans Le Courtisan, une atmosphère raffinée, aristocrate, qui lui plaisait beaucoup. Et donc Lady Gregory l'a aidé à fonder le théâtre irlandais, pour lequel il a écrit des pièces. Il a d'abord écrit des pièces où Maud Gonne a joué. Elle a eu beaucoup de succès en tant qu'actrice. Et puis, toujours éperdument amoureux. Toujours éperdument amoureux. Et effectivement, il a porté à la scène les grands mythes irlandais, et en particulier le mythe de Cuchulainn.
Je ne saurais jamais prononcer ce nom-là, mais enfin, je sais que il y a eu des représentations en France et ce sont des pièces. Mais moi, je pense à un autre écrivain qui est un Belge, qui est Maurice Maeterlinck. C'est-à-dire, est-ce que tout d'un coup, Yeats, plus que Maeterlinck, ne s'est pas senti un peu prisonnier du symbolisme? Alors, et c'est pour ça qu'il abandonne le théâtre. Bon, alors, c'est vrai que les premières pièces de Yeats, par exemple, The Shadowy Waters, Les ombres sur la mer, c'est un peu l'atmosphère de Maeterlinck, l'atmosphère de Villiers de l'Isle-Adam, qui l'a beaucoup influencé Axel, aussi. bien Axel, sûr. et il a beaucoup cité la phrase d'Axel, vivre, les serviteurs feront cela pour nous. C'est vraiment l'évasion, l'évasion vers les pays désirés, vers le paradis primordial, vers la mort, enfin bon. Et puis, il a eu cette période où il s'est engagé politiquement, où il a voulu descendre dans l'arène, recevoir ce qu'il a appelé lui-même le baptême du caniveau. Et il a rencontré un peu plus tard Gordon Craig, et Gordon Craig a confectionné pour lui une série de petits paravents qu'il avait devant lui quand il écrivait ses pièces de théâtre. Et donc, en même temps qu'il écrivait, il jouait ses pièces de théâtre et il déplaçait les paravents pour, en même temps qu'il concevait sa pièce de théâtre. Marc Mortimer. Je voudrais dire un mot au sujet du théâtre, un mot plus général. Il n'a jamais abandonné le théâtre. Il avait une activité théâtrale qui durait 40 ans. Je crois que la dernière pièce a été écrite, si je ne me trompe, 2 ans avant sa mort. Même, je crois que c'est l'année de sa mort. Purgatory a dû être écrit en 1939. Oui. Et j'ai toujours pensé, je ne suis pas un admirateur de ses pièces de théâtre, j'ai toujours pensé qu'il a écrit pour le théâtre par devoir, parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon de toucher un grand public. Oui, mais attendez, Marc Mortimer, est-ce que là, il ne faudrait pas peut-être nuancer un peu ce que vous dites, parce que quand il y a le no, quand il fait le no, il a quand même un secrétaire, et ce secrétaire s'appelle Ezra Pound. Oui. C'est Ezra Pound qui l'initie au no japonais et il lit des traductions anglaises des no japonais dans l'ouvrage d'Ernest Fenollosa qui avait travaillé au Japon et il a été vraiment bouleversé par les no et il a ensuite écrit ses pièces pour danseurs qui s'inspirent des no japonais et qui combinent le masque, effectivement, la danse, la musique, une mise en scène extrêmement sobre, comme les mises en scène des no japonais, avec simplement un arbre. Et dans ces pièces, on trouve les métaphores récurrentes des no japonais. Astraea's holy child, rattled in the wood, where a Titan strode. His wrath drew the child into that solitude. Bram, Bram, Bram. We wandering women, wives for all that come, tried to draw him home. And every wandering woman beat upon a drum. Bram, Bram, Bram. As they came down the mountain, a man stood suddenly at their side. That man was Christ himself. They stooped down and kissed his feet. Il a un sens, peut-être que c'est une rhétorique, mais il a un sens du rythme, des sons qui est absolument remarquable. Et il attachait une grande importance à la diction. Il disait qu'on ne pouvait pas dire de la poésie comme on dit la prose. Et en particulier, au théâtre, il donnait des conseils aux acteurs qui devaient dire la poésie de la façon dont il l'exigeait. Et il avait même inventé un instrument de musique pour accompagner la diction de ses pièces de théâtre ou de ses poèmes. J'écris l'imagination enflammée par une visite à l'atelier de M. Dulac, le distingué illustrateur des Mille et une nuits. J'y ai vu le masque et la coiffure destinés à l'acteur qui, dans une de mes pièces, jouera le rôle de Cuchulainn, et qui, portant ce noble visage mi-grec, mi-asiatique,
apparaîtra peut-être comme une image vue en rêve par quelque adepte du culte orphique. J'espère être parvenu à me situer à une distance suffisante de la vie pour rendre crédibles des événements étranges, des mots élaborés. J'ai écrit une courte pièce qui peut être jouée dans un salon pour une somme si modique que 40 ou 50 lecteurs de poésie pourront la financer. Il n'y aura pas de décor, car 3 musiciens dont le visage apparemment brûlé par le soleil suggérera, je l'espère, qu'ils ont erré de village en village dans quelques pays de rêve, suffiront à décrire le lieu et le climat, et à l'occasion animeront et accompagneront l'ensemble de leurs tambours, de leurs gongs, de leurs flûtes et de leurs tympanons. Les acteurs ne s'efforceront pas de faire naître en eux-mêmes une violence passionnée déplacée dans notre salon, mais la musique, la beauté de la forme et de la voix atteindront leur apogée dans une danse mimée. Grâce aux pièces japonaises traduites par Ernest Fenoliosa et achevées par Ezra Pound, j'ai en fait inventé une forme dramatique distinguée, indirecte et symbolique, qui n'a nul besoin de la populace ni de la presse pour réussir. Une forme aristocratique. The worshippers of Dionysus are coming this way again. They have hidden their image of the dead god and have begun their lunatic cry, God has arisen! God has arisen! They will cry, God has arisen from all the streets of the city. They can make their God live and die at their pleasure. But why are they silent? Jean-Michel Matonnière, voilà, nous sommes ici à la librairie La Houille. Ça fait l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue des Lombards. Nous sommes presque en face de l'église Saint-Méry. En se penchant un peu, on pourrait entrevoir la tour Saint-Jacques. C'est-à-dire, nous sommes dans une sorte d'espace magique. Or, Yeats, lui aussi a des rapports avec le magique, mais d'une façon assez précise, puisqu'il entre dans une société secrète. La Golden Dawn, ce qui veut dire l'aube d'or. Il y rencontre des gens extrêmement mystérieux, comme Crowley. Alors, votre avis sur la Golden Dawn et sur la percée de Yeats dans cette société secrète, ou dite secrète, je ne sais pas. C'est une renaissance britannique de la Rose-Croix. Oui, la Golden Dawn est née de la société rosicrucienne anglaise, qui elle-même avait des antécédents très, très anciens. Et la Golden Dawn se présente davantage comme un mouvement littéraire, comme un mouvement d'artistes, de peintres, poètes. D'esthétique, avec un certain renouveau païen, enfin toute la mythologie égyptienne, toute la mythologie grecque. La plupart des adhérents de la Golden Dawn appartiennent à ce milieu artistique. Yeats y côtoie des écrivains comme Arthur Machen, l'auteur du Grand Dieu Pan. Traduit par tous les enfants. Voilà. Et puis surtout, Bulwer Lytton, l'auteur de Zanoni. Zanoni qui est justement un roman qui raconte l'initiation rosicrucienne telle que le 19e siècle anglais pouvait la concevoir. Mais à ce moment-là, Crowley. Aleister Crowley rentre à la Golden Dawn à peu près dans les mêmes époques que Yeats, et il va très tôt se créer une situation de conflit pour partager les pouvoirs. Il faut dire que tous ces personnages qui étaient à la tête de la Golden Dawn avaient tous un génie propre qui les poussait à vouloir diriger. Mais c'est un personnage assez effrayant quand même que Crowley. Crowley, à l'époque de la Golden Dawn, de la première Golden Dawn, est un personnage qui s'intéresse beaucoup à la magie, mais il n'est pas encore devenu le mage dont on dira plus tard qu'il était l'abomination incarnée. Crowley deviendra ce personnage extrêmement noir après sa rupture avec la Golden Dawn et après avoir fondé sa propre société. Et à votre avis, que cherche Yeats ? Est-ce qu'il refait l'ordre ? Je veux dire, est-ce qu'il remet en place d'autres rituels ? Comment est-ce qu'il élimine finalement Crowley ? Il y a un conflit qui naît à propos d'une jeune fille que Yeats courtisait et que Crowley courtisait lui aussi. Lytton demande à Crowley de reprendre un peu en main le mouvement
la Golden Dawn, et on aboutit à la scission qui se passe à Paris, où Yeats est éliminé, fonde sa propre société qui s'appelle Stella Matutina, l'étoile du matin. C'est ce qu'on voit dans l'autobiographie. Voilà, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit aussi dans Vision en grande partie, où il opère un premier retour à l'hermétisme du XVIe siècle, avant de faire le retour au celtisme tel qu'il le voyait, parce qu'il est bien évident que nous sommes très loin du celtisme historique. Le mouvement celtique tel que je le comprends correspond surtout à un jaillissement des légendes gaéliques. Et personne ne peut en mesurer l'importance pour l'avenir, car toute nouvelle source de légende est un renouveau d'inspiration pour l'imagination du monde. Elle arrive à un moment où l'imagination du monde est prête pour un nouvel élan, comme elle l'était lorsque sont apparues les légendes d'Arthur et du Graal. La réaction contre le rationalisme du XVIIIe siècle s'est mêlée à une réaction contre le matérialisme du XIXe. Et le mouvement symbolique qui a atteint sa perfection en Allemagne avec Wagner, en Angleterre avec les pré-raphaélites, en France avec Villiers de l'Isle-Adam et Mallarmé, en Belgique avec Maeterlinck, ce mouvement qui a ému l'imagination d'Ibsen et de D'Annunzio est certainement le seul mouvement qui dise des choses nouvelles. Les arts, en méditant sur leur propre intensité, sont devenus religieux et cherchent, comme l'a dit Verhaeren, je crois, à créer un livre sacré. Ils doivent, comme toute pensée religieuse l'a toujours fait, s'exprimer à travers les légendes. Or, les légendes slaves et finnoises parlent de forêts et de mers mystérieuses. Les légendes scandinaves sont racontées par un grand maître et parlent également de forêts et de mers étranges. Les légendes galloises sont contées presque par autant de grands maîtres que ceux des légendes grecques, tandis que celles des Irlandais évoluent dans des forêts ou sur des mers connues et possèdent tant de beauté jusqu'alors inconnue qu'elles peuvent bien apporter à ce début du siècle ses symboles les plus mémorables. Les rites de la Golden Dawn sont fortement imprégnés de mythes égyptiens, de magie plus ou moins noire, sont fondés sur un manichéisme poussé à l'extrême. Yeats, pour sa part, va introduire un rituel beaucoup plus celte. C'est la naissance d'ailleurs en Angleterre de la voix de l'Irlande, avec tout le passé irlandais qui ressurgit, une confusion extrême entre mystique et politique. Et Yeats va avoir tendance à expurger ce qu'il avait appris à la Golden Dawn et à introduire des classifications entièrement basées sur le système celtique. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Garçons et filles, à leur étreinte, et les oiseaux des arbres, ces profusions de la mort, à leur chant. Les cataractes de saumon, les mers gonflées de maquereaux, tout, ce qui nage, vole, s'élance, tout, dans l'été sans fin, célèbre concevoir, naître et mourir. Prise dans la musique des sens, toute vie néglige les monuments de l'incoercible intellect. L'homme qui a vieilli n'est qu'une loque, un manteau déchiré sur un bâton, à moins que l'âme ne batte des mains et ne chante toujours plus fort à chaque accroc nouveau du vêtement mortel. Or il n'est pour le chant qu'une école, lyre, au monument où l'âme a sa splendeur. Et c'est pourquoi j'ai franchi les mers et je suis venu à la ville sainte, Byzance. Lorsque j'essayais de le chasser en imitant le son que l'on aimait lorsqu'on joue à faire le chien pour amuser un enfant, il se réveillait en sursaut toute tremblante. La secousse fut si violente que je n'osais jamais plus la répéter. Bon. Alors on en lit chacun. T'en as combien? J'en ai 1, 2, 3. Moi aussi. Voilà.
Alors tu commences. Je commence. Tu as soif, hein, il y a du thé. J'en prends une petite goutte. Bon, quand vous voulez. Shy one of my heart, she moves in the firelight pensively apart. She carries and lays them in a row. To an isle in the water with her I would go. She carries in the candles, lights the curtain room. Shy in the doorway and shy in the gloom. And shy as a rabbit, helpful and shy. To an isle in the water with her I would fly. Michael Lansdal, je voudrais savoir, moi, si Yeats fait partie de votre univers anglais. Je le connais, oui, anglais. Vous savez, je suis à moitié irlandais, alors, enfin, par ma grand-mère. Donc, je connais, à ma grande confusion, mal Yeats, et je suis en train de le découvrir. Et vous avez choisi un poème, lequel? J'aime beaucoup Dans une île de la mer. Alors, Patrick Raffoidi, Dans une île de la mer, quel est ce poème? Peut-être que Michael Lansdale l'a choisi d'une certaine manière parce que il est très proche d'une certaine tradition anglaise, dans la mesure où il s'agit d'un poème de fuite qui rejoint par les images Spenser, qui rejoint par la thématique des romantiques anglais célèbres comme Shelley. Vous avez un poème de Shelley qui s'appelle Epipsychidion, où vous avez dis-moi, mon âme sœur, voguerons-nous de concert? Il est une île sous le ciel d'Ionie, belle comme un débris du paradis. C'est un des poèmes de la jeunesse de Yeats, mais c'est un très beau poème. Timide, la timide jeune fille de mon cœur, à la lueur du feu va et vient l'air songeur. Elle apporte les plats, elle les met sur l'étagère. J'irai bien, elle et moi, dans une île de la mer. Elle apporte les bougies et les rideaux éclairs, timide, à contre-jour, et timide dans le noir. Et timide comme un lièvre, serviable et timide. Je volerai, elle et moi, dans une île de la mer. Vous avez choisi, Michael Lansdal, ce poème, et vous vous êtes fait plaisir, j'imagine, mais moi je voudrais que vous lisiez celui-ci. Et vous allez comprendre dans quelques secondes, après votre lecture, pourquoi je vous le demande précisément. Léda. Le heurt d'un vent. De grandes ailes battent encore sur la fille chancelante, dont les cuisses sont frôlées par les palmes noires, dont la nuque est captive du bec, et sa poitrine sous sa poitrine à lui est sans recours. Comment ces vagues doigts terrifiés pourraient-ils des cuisses affaiblies repousser tant de gloire? Comment un corps, sous cette ruée blanche, ne sentirait-il pas battre l'étrange cœur? Un frisson dans les reins engendre là le mur brisé, la tour et la voûte qui brûlent, et Agamemnon mort. Elle, emportée, elle, écrasée par le sang brut de l'air, prit-elle son savoir avec sa force, avant qu'indifférent, le bec l'eût laissé choir. Eh bien, Michael Lansdal, si je vous ai demandé de lire cette Léda dans la version française d'Yves Bonnefoy, c'est tout simplement parce que grâce à nos amis de la BBC, nous avons trouvé une version de ce poème en anglais, mais lu par ce grand écrivain qui est Dylan Thomas. Je pense que c'est un document très important, très émouvant, et le voici. Leda and the Swan. A sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her thighs caressed by the dark webs, her nape
caught in his bill, he holds her helpless breast upon his breast. How can those terrified, vague fingers push the feathered glory from her loosening thighs? And how can body laid in that white rush but feel the strange heart beating where it lies? A shudder in the loins engenders there the broken wall, the burning roof and tower, and Agamemnon dead. Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop? Il faut se rendre compte quand même que Yeats est avant tout un écrivain, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre. Bon, bien sûr, cette œuvre est multiple, il y a de la prose, il y a du théâtre, il y a de la poésie. Il me semble, mais je peux me tromper, que la partie la plus importante de l'œuvre de Yeats, c'est quand même le poème. Alors, je voudrais vous demander, Patrick Rafroidi, comment on pourrait définir, avant de le situer, comment on pourrait définir ou approcher le poème de Yeats, ou le situer dans la poétique. C'est peut-être difficile de le situer de manière définitive dans la mesure où on a affaire à quelqu'un qui a eu une longévité quand même extraordinaire. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons de son succès, parce qu'il me semble que on retrouve, selon les âges de sa vie, matière à admirer, à réfléchir dans la poésie de Yeats, dont les premiers et les derniers poèmes sont quand même à bien des égards extrêmement différents, moins différents peut-être que certains ont voulu le dire, parce qu'il reste des constantes. La constante, c'est-à-dire le symbolisme et la voix populaire. Enfin. Oui, mais aussi une constante formelle, si vous voulez, dans la mesure où je crois que c'est une des raisons de sa grandeur. Il y a chez Yeats un désir de perfection que l'on trouve dès l'abord. Alors on peut sourire parfois un petit peu d'un certain romantisme, d'un folklore pas totalement assimilé au départ, mais ce romantisme, ce folklore sont incarnés en quelque sorte dans des poèmes qui sont déjà d'une perfection formelle assez remarquable. Qu'il conservera toute sa vie et qui seront non seulement pour lui une pratique, mais une doctrine. Il dit aux poètes irlandais, apprenez votre métier. Moi, je voudrais dire là quelque chose, et qui me semble l'évidence même, encore que on peut objecter qu'il n'y a pas d'évidence, mais dans la poésie de Yeats, c'est le côté incantatoire. Parce que non seulement il a pratiqué la magie comme de la poésie, mais sa poésie, comme le dit Kathleen Raine, était une magie. Et il a dit d'ailleurs quelques très très belles phrases à ce propos. « Je voudrais les passions les plus fortes et des formes métriques qui sembleraient suffisamment anciennes pour avoir été chantées par des hommes à demi endormis et chevauchant tout au long d'un voyage. » C'est ce côté finalement magique, quelque chose qui vous plonge, incantatoire, qui vous plonge dans l'hypnose. C'est-à-dire qu'en lisant les poèmes de Yeats, en les écoutant, on a peu à peu l'impression d'être transporté dans un autre monde, dans un monde qui est au-delà du nôtre et peut-être qui se situe entre la veille et le sommeil. Et le rythme, à ce propos, a une grande importance. Il disait, le propos du rythme, m'a-t-il toujours semblé, c'est de prolonger le moment de la contemplation, le moment où nous sommes à la fois endormis et éveillés, c'est-à-dire le moment de la création, celui qui nous conduit avec une monotonie séduisante, tandis qu'il nous retient par sa variété. Donc, à la fois monotonie et variété. Il y a ces deux éléments dans la poésie de Yeats. Et alors, le rapport Patrick Rafroidi avec ce que vient de dire Christine Jordis, c'est cet aspect purement celte, enfin, c'est-à-dire, malgré tout, il véhicule, je ne sais pas, je dis celte comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, je le relisais, en traduction française, bien sûr, le Kalevala, enfin, la version de Leunroth, et là aussi, je retombe sur
un poème magique tel que vient de le décrire Christine Jordis et à une longue légende incantatoire. Oui, mais c'est vrai, ça. Je crois que Yeats, à cet égard, bien qu'il ait subi des tas d'influences, comme tout poète irlandais écrivant en anglais, c'est quelqu'un qui est à cheval sur deux traditions, qui est tiraillé par deux traditions, mais qui est aussi enrichi par deux traditions. Vous me faites plaisir parce que, si vous voulez, j'ai connu un peu ce problème en Belgique, puisque je suis belge. C'était cette école du symbolisme belge. Ce sont des Flamands qui écrivaient en français. Autrement dit, c'est comme s'ils se traduisaient eux-mêmes. Une mentalité était flamande et une écriture était française. Loin d'appauvrir le français, ça l'agrandissait. Alors il y a peut-être ce phénomène chez Yeats qui agrandit l'anglais par le fait qu'il pense irlandais. Exactement, ou qu'il pense et qu'il sent et qu'il se rappelle irlandais, et entre autres, évidemment, quand on retourne vers la magie, et pas simplement la magie au sens profond du terme, mais la magie purement verbale, dans ce sens que Yeats se plaignait de venir dans une génération d'Irlandais écrivant en anglais qui n'étaient pas maîtres véritablement de leur art, encore qu'il ait eu beaucoup d'admiration pour certains de ses prédécesseurs mineurs par rapport à lui. Il y avait toute cette tradition de la poésie gaélique qu'il ne lisait pas lui-même d'ailleurs dans l'original vraisemblablement, mais où la perfection formelle, où cette incantation rythmique, métrique, jouait un rôle absolument considérable. Et ça, je crois que ça a été une influence absolument déterminante. Et jusqu'à la fin de sa vie, même dans les poèmes qui sont apparemment les plus libres et les plus personnels, et où il semble abandonner enfin certaines de ses formes rythmiques, on retrouve cette perfection et cette rigueur. Oui. Quand il dit, par exemple, nous devrions écrire avec nos pensées aussi près que possible du langage dans lequel nous pensons. C'est-à-dire que la forme devrait rester aussi près que possible du langage parlé. Mais malgré tout, ça n'a jamais ce naturel qu'il préconise. C'est quelque chose d'extraordinairement travaillé. Le labeur de la poésie, il en parle sans cesse. C'est aussi la volonté qui me semble être à l'œuvre chez Yeats, une volonté d'habiter. Je m'explique. Moi, j'aime bien quand les gens veulent habiter. C'est Hauteville House pour Victor Hugo, par exemple. Alors, chez Yeats, vous avez Sligo, et puis vous avez sa fameuse tour, n'est-ce pas, qu'il restaure. Il prend pied en Irlande. Il construit à la fois la maison et le poème. On a d'autant plus besoin de racines qu'on est partiellement déraciné, et on est partiellement déraciné si on appartient à deux cultures, ce qui était son cas. Il avait besoin de retrouver cet enracinement fondamental qu'il a retrouvé précisément par ses souvenirs de Sligo, par son implantation à Thorbalily, etc. Ça, il y a aucun doute. Et ça fait une très grande partie de sa grandeur, parce que un poète comme lui aurait pu, voyez, Vision, etc., devenir d'une abstraction un peu navrante. Or, ça n'a jamais été le cas finalement, et quand ça l'a été très sporadiquement, il a récusé ce genre d'attitude. Il s'est toujours méfié de l'abstraction. C'est quelque chose dont il s'explique dans son autobiographie, The Trembling of the Veil, très tôt. Le frémissement du voile, oui, en français. Le frémissement du voile en français. Et ces symboles étaient souvent même des noms de lieux. Son implantation géographique apparaît dans toute sa poésie. Enfin, ces noms de lieux qui reviennent sont le signe de son appartenance, de l'appartenance spirituelle, plus encore que géographique. Oui, mais ça se double quand même d'une mouvance, parce que nous ne faisons pas quand même penser aux auditeurs que Yeats c'est un monsieur qui tout d'un coup se cantonne. Disons dans la ballade ou enfin c'est pas Burns, enfin non, je veux dire, il passe quand même d'un théâtre symboliste, disons ses premières pièces, vers le no. Il y a une et puis c'est une Irlande générale, c'est pas seulement l'Irlande médiévale ou des temps anciens, c'est aussi bien l'Irlande moderne, parce que dans sa poésie on voit l'Irlande ancienne et héroïque et romantique, mais on voit également l'Irlande moderne, et cela de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. Enfin, tous les héros de la Révolution, tous les héros de la guerre irlandaise sont là, contenus dans ces vers. C'est une poésie universelle. Mais vous parlez de son évolution, moi je la verrais volontiers. J'espère que ça n'est pas une déformation universitaire en 3 temps, en quelque sorte. C'est-à-dire, dans un premier temps, une espèce d'abandon à
à l'âme populaire, mais au sens extrêmement vaste du terme. Et puis, une réflexion extrêmement hautaine, contemplative, abstraite, et puis quelque chose qui atteint la perfection justement parce que cela allie les deux éléments. Ça n'a pas perdu la sève essentielle et ça a été repensé, refaçonné. Le piaillement d'un moineau de gouttière, la lune et tout ce lait des chemins du ciel et toute la fameuse harmonie des branches avaient bien effacé l'image de l'homme et son cri d'angoisse. Mais une fille surgit aux lèvres pourpres de deuil, qui sembla la grandeur du monde en larmes, condamnée comme Ulysse, et les vaisseaux qui boitent, au loin, fiers comme Priam assassiné. Surgit, et dans l'instant les gouttières braillardes, la lune qui grimpait à un ciel vide, et toute cette lamentation des branches ne purent être qu'à l'image de l'homme et son cri d'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, l'auditeur de notre temps, et français de surcroît, pour l'amener à lire Yeats? Je crois qu'on peut lui dire que la simple lecture de Yeats, même sans chercher à comprendre, à pénétrer dans la pensée de Yeats, qui, comme vient de le dire Patrick Raffoidier, était quelque chose de très complexe et qui présuppose la connaissance de la philosophie chinoise, de la philosophie hindoue, du spiritisme, de l'école théosophique. Bon, même sans pénétrer dans ces replis de la pensée, il suffit de lire un poème de Yeats et on se sent embarqué, emmené comme cet homme qui chemine à cheval et qu'il nous décrit, et qui est entre la veille et le sommeil. La simple allure des rimes, le côté incantatoire, nous porte. Et que c'est ça, finalement, la valeur d'une grande poésie, c'est que même si on ne la comprend pas dans le détail, il y a un influx qui passe et qui est si fort qu'elle nous tient tout entier. Eh bien alors nous allons lui laisser encore une fois, pour ces documents très rares qui viennent de la BBC, nous allons lui laisser une fois encore la parole. When we come at the end of time, for Peter sitting in state, he will smile on the free old spirit, but call me first through the gate, for the good are always the merry, saved by an evil chance, and the merry love the fiddle, and the merry love to dance, and when the folk there spy me, they will all come up to me with ear as the fiddler of Dune, and dance like a wave of the sea. C'était William Butler Yeats, La Voix de l'Irlande, avec Jacqueline Genet, Kathleen Rennes, Christine Jordis, Edith Scobb, Patrick Raffoidier, Marc Mortimer, Michael Lonsdal, Claude René, Jean-Michel Matonnière, Peter Vizard, Michael Queenan et Mark Hutchison. Avec les voix de William Butler Yeats et Dylan Thomas, document de la BBC. Collaboration technique Marianne Brouillard, Monique Pratt, Philippe Dupin, Raymond Alagnès. Une émission proposée par Hubert Join, réalisée par Jean-Claude Loiseau.